Bonjour et bienvenue sur 100% Foot, une émission plutôt hebdomadaire, c'est dédié justement à l'Euro 2024. Et donc je suis bien accompagné aujourd'hui avec Melvin de mon côté droite. Comment tu vas ? Ça va très bien, aujourd'hui on va parler de l'Euro qui va bientôt commencer. C'est ça. Pareil aussi de ce côté avec Camille. Comment ça se passe de ton côté aussi ? Eh bah ça va très bien, nous on va parler de Berlin. De Berlin, c'est de la ville de Berlin. La capitale. Et à côté de toi justement Tom, comment tu vas ? Comme la dernière fois, ça va très bien. Ça va nickel. Alors pour commencer justement, on va commencer directement avec toi Tom et on va parler d'un joueur qui a quand même très bien fonctionné cette saison, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas photo, mais qui est toujours sans couronne, qui est en l'occurrence Harry Kane. Ouais, c'est ça, Harry Kane avec sa sélection anglaise qui vont arriver à l'Euro. J'ai choisi ce joueur-là parce que, comme tu me l'as gentiment annoncé, il a toujours rien gagné, que ce soit avec l'Angleterre ou avec son club, avec Tottenham pendant longtemps et même cette année avec le Bayern. Pour moi, c'est pas forcément le joueur à surveiller, mais le joueur que j'avais envie de noter parce que je pense que cette année, ça peut être un joueur très dangereux avec une belle équipe. Quand j'ai vu la liste encore de Gareth Southgate, je me suis dit que c'était incroyable. Quand on voit les qualités offensives on parlait de la France la semaine dernière avec les joueurs de banc, mais l'Angleterre pour moi c'est quasiment la même chose. Quand je vois des joueurs comme Saka, comme Grealish, comme Kane du coup devant, avec Bellingham en plus qui a vraiment explosé cette année. Et même la liste des absents, quand j'ai vu les joueurs, j'avais même pas réfléchi, mais je pense à Anderson qui était capitaine il n'y a pas encore si longtemps que ça. Je pense à Rashford qui est pas là non plus. Il y a des joueurs comme Reece James, Ben White ou même Sancho qui fait une grosse saison mais qui est un absent. Et pourtant il y avait une liste de 33. Grealish aussi du coup qui n'a pas été sélectionné. Ouais, qui était dans la pré-liste des 33 mais qui n'y est pas. Et donc Harry Kane, grosse saison pareil avec le Bayern, 36 buts. En 32 matchs, il finit meilleur buteur et pourtant le Bayern finit 3e derrière Stuttgart et forcément le Bayer Leverkusen qui fait une grosse saison, donc c'est compliqué. Mais voilà, je pense que à cet Euro-là, il l'a toujours montré dans les grandes compétitions internationales. Au dernier Euro, justement en 2021, il finit meilleur buteur de son équipe avec 4 buts. Ils font finaliste. En 2018, à la Coupe du Monde, c'est pareil, demi-finaliste. Donc c'est que des résultats qui sont quand même pas si mal sur le papier, mais bon, maintenant il leur manque toujours ce trophée depuis 1966. Rien gagné depuis la Coupe du Monde, jamais une Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que j'avais envie de mettre Harry Kane, qui a déjà lui tant prouvé, qui n'a en soi plus rien à prouver, mais plutôt à gagner. Je pense que cet Euro 2024 serait une bonne chose pour lui. Qui, comme Mbappé, du coup, aussi qui lui avait raté son tir au but, rappelez-vous, contre l'équipe de France, son penalty plutôt contre l'équipe de France, je crois que c'est en quart de finale du dernier Euro. Contre la Suisse. Le dernier Euro non, c'est la Coupe du Monde, pardon. Ouais. C'est la Coupe du Monde qui rate son penalty contre la France. Ah, Harry Kane. Harry Kane, ouais. Ah, ok. C'est pour ça, j'ai confondu avec l'Euro. Donc, à quart de finale, il met un but, mais il loupe son penalty. Ouais, donc je pense qu'aussi il a une revanche à prendre de ce côté-là. Donc clairement, et un coup de sang avec un effectif fait partie des favoris de l'Angleterre. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Ah ouais. Avec l'effectif qu'ils ont. Il va continuer de tirer aussi les tirs au but, donc les pénaltys. Donc je pense qu'il y a toujours un bon joueur à stats et à cote. Je pense qu'il fera ses stats en tout cas. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il les fera. Donc là, on va passer du côté de l'équipe justement qu'on a sélectionné, l'équipe peut-être à suivre ou qu'on a retenue. Donc un pays qui est quand même très développé dans le sport, qu'on voit maintenant avec des Tadej Pogacar ou même des Luka Doncic en ce moment avec les finales NBA. Donc tu as choisi, Melvin, la Slovénie. C'est ça, et on parlait d'Harry Kane tout à l'heure. La Slovénie qui va retrouver Harry Kane, ça sera le 25 juin lors de ce 3e match de poule. Donc on rappelle la poule de l'Angleterre et de la Slovénie. Il y aura aussi le Danemark et la Serbie. Et donc la Slovénie, on a choisi de faire un petit zoom sur cette équipe. C'est la 59e nation mondiale. Elle disputera son 2e Euro après l'Euro 2000. Et donc elle s'est qualifiée en tant que 2e de son groupe de qualif, derrière le Danemark qu'elle retrouvera dans son groupe, avec 7 victoires tout de même, et la meilleure attaque et la meilleure défense de son groupe. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionnée. Elle a notamment deux joueurs sur lesquels elle va s'appuyer, et ces 2 joueurs à des postes clés, puisque c'est Jan Oblak dans les buts qui va garder la cage slovène. Le vétéran. Le vétéran est seulement 31 ans. Je pensais qu'il était plus âgé que ça. Seulement 31 ans, lui qui sort d'une saison un peu compliquée avec son club, mais qui reste quand même à un niveau des top gardiens européens et mondiaux. Et puis devant, on va avoir l'une des révélations cette saison en Bundesliga, Benjamin Sesko,
avec 17 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc ce sont les deux grosses armes de l'équipe slovène, qui pour moi a une carte à jouer dans ce groupe, même si sur le papier c'est l'équipe la plus faible. Avec ces deux individualités-là et une équipe qui jouera en 4-4-2 et qui a plutôt bien performé sur ses qualifs, qui pourrait être, pourquoi pas, une des surprises de l'Euro. Donc voilà, on retrouve notamment aussi en défense centrale un joueur qui joue en Italie, qui a un bon jeu de tête, Biol. Et donc cette équipe coachée par Matthias Kek, qui aura sa carte à jouer à l'Euro, avec, comme je l'ai dit, Šeško, ce grand profil, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer cette saison, ce grand profil 1m95, assez rapide, bon du jeu de tête. Et je pense que ça pourrait être l'une des surprises de cet Euro. Il devrait performer. Alors en poule, il faudra quand même se sortir du Danemark, qui on le sait, sur les grandes compétitions, il y a toujours des beaux parcours. De l'Angleterre, comme on a parlé brièvement, Tom, avec Harry Kane, qui reste quand même un adversaire redoutable. Mais je pense que vu les buteurs qu'on a dans ce groupe-là, on devrait voir de très beaux premiers matchs. Ouais, c'est ça. Puis, peut-être qu'ils vont se battre justement pour être le meilleur troisième dans ce groupe et espérer une place qualificative, quoi. Au moins meilleur troisième, on peut même les voir. Pourquoi pas tirer leur épingle du jeu par rapport à la Serbie? Je pense que ce serait faisable. Et après, tout reste ouvert avec le Danemark et l'Angleterre. On ne sait jamais, sur un match coup près, il pourrait tomber aussi. Même après, comme tu l'as dit en antenne, je crois qu'ils jouent l'Angleterre le dernier match de poule, c'est ce que tu nous as dit. Donc là, je pense que ce match-là, pour moi, tout va dépendre des deux résultats qu'aura fait l'Angleterre sur leurs deux matchs de poule avant. Comment ils vont aborder ce match face à la Slovénie. Sinon, je vois quand même mal la Slovénie s'imposer face à l'Angleterre sur ce dernier match. Donc tout va jouer dans ce groupe, je pense. C'est ça, et la Slovénie affrontera en premier le Danemark, puis la Serbie, et donc pourquoi pas jouer une finale contre l'Angleterre, comme je disais, ce sera le 25 juin prochain. Ça peut être également une nation surprise, comme tu as dit, pour espérer au meilleur troisième et peut-être créer la sensation en huitième. On se souvient que l'Islande avait fait le cas en 2016 à l'Euro en France. Donc comme tu as dit, avec tous les profils de la Slovénie, ça peut être une des équipes surprises de cet Euro, une des révélations. Pourquoi pas. Très bien, et on espère pour ce petit pays, mine de rien, qui performe bien sur le plan international, que ce soit dans différents sports collectifs, un aussi bon résultat, hein, clairement. On pourrait être étonné quand même d'avoir une petite équipe comme ça aller loin dans la compétition. Donc là, nous allons commencer avec une nouvelle rubrique plutôt décalée. Donc on profite de cet Euro en Allemagne justement pour parler de chaque ville qui va accueillir des matchs de l'Euro. Et donc ici, on a quand même choisi une ville très chargée en histoire, en l'occurrence Berlin, et c'est toi justement Camille qui va nous en parler. C'est ça, on va s'attaquer du coup à la capitale allemande qui va accueillir pour la première fois l'Euro de football hors du cadre des deux autres Coupes du Monde qu'ils ont accueillies, notamment la Coupe du Monde en 1974 avec le sacre à la maison de la génération Beckenbauer-Müller, et la dernière en date, celle de 2006 avec, on se souvient tous, le sacre des Italiens et ce fameux coup de boule de Zinedine Zidane. Donc justement, Berlin, c'est une équipe très dingue de foot. On compte actuellement 55 clubs au sein de cette ville et plus de 2 millions de licenciés. On a notamment la présence du club de l'Union Berlin, qui est en première division, qui a terminé 15e. Et également la présence de l'Hertha Berlin, qui de son côté a terminé 9e. Et justement, maintenant, on va aborder le cas du stade qui s'appelle l'Olympia Stadion, qui est un stade chargé d'histoire. Il a été construit en 1936 pour inaugurer les Jeux Olympiques de Berlin, à l'époque, sous le règne d'Adolf Hitler et du Troisième Reich. Et on se souvient tous de ce moment où Jesse Owens, coureur américain, remporte les 4 médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et saut en longueur. Le stade était glacé et le chancelier allemand l'avait particulièrement pris à cœur comme une humiliation. Mais peu à peu, l'Olympia Stadion va s'agrandir. Il va accueillir 100 000 places au moment où il va loger l'Hertha Berlin. Et ensuite, il va il va avoir des rénovations. Il va passer à 75 000 places au moment de la Coupe du Monde 2006. Donc voilà, c'est un stade chargé d'histoire qui a par la suite vu la domination de l'équipe justement allemande en 1974 avec le sacre, comme je l'ai dit en introduction, de Beckenbauer et de Müller. Et justement, avec cette Euro 2024, on va voir ce joyau d'histoire va renaître de ses cendres pour porter son équipe nationale vers le titre continental. Ça fait longtemps que l'Allemagne n'a pas gagné un trophée continental. Puis c'est à noter quand même que ce stade-là est quand même assez caractéristique parce qu'il a une grande fente au milieu justement du stade. On le voit régulièrement sur des compétitions internationales d'athlétisme. Et quand il y a beaucoup de vent en Allemagne, ça a souvent... Oui, c'est ça. Ça a souvent
eu des soucis justement pour les athlètes justement en athlée. C'est ça. Et pour les spectateurs qui en hiver peuvent avoir des fois froid. C'est glace. Il faut noter aussi quand même que Berlin, forcément avec le mur à l'époque, est quand même une ville de forte culture, comme tu l'as dit, avec l'Union Berlin qui lui plutôt un club qui est un club plutôt de l'Est et qui, malgré on va dire une saison en Ligue des Champions assez compliquée, a réussi à se maintenir à la dernière un peu dans les derniers matchs en Bundesliga. Et de l'autre côté, le Hertha Berlin qui, avec des propriétaires qui avaient voulu justement mettre des sous, on se rappelle de l'époque où ils avaient acheté Lucas Touzard à Lyon, je sais plus, peut-être bien 25 ou 30 millions, et qui finalement avaient pas mal dépensé, qui finalement se sont retrouvés en Bundesliga 2. C'est vrai que Berlin quand même a un stade quand même avec une forte présence et surtout vraiment historique avec ces jeux justement. C'est surtout une ville, c'est surtout une ville différente des autres villes. On voit vraiment des fans assez atypiques, notamment pour le cas de l'Union Berlin. C'est des fans qui restent vraiment jusqu'à la fin du match, qui supportent leur équipe à fond. On a vraiment un style à l'ancienne et j'espère qu'on verra justement ce cadre atypique au moment de l'Euro au sein de la ville de Berlin, et que les spectateurs du monde entier pourront se rendre compte, parce que c'est une chance que Berlin accueille soit l'un des stades pour le championnat d'Europe. Après, heureusement, j'ai envie de dire quand même que la capitale de l'Allemagne accueille. Oui, c'est vrai, ça. Mais elle avait été ghostée en fait durant la dernière édition de l'Euro. De 88, là, justement, tu me fais une perche magnifique. Donc là, on va passer justement au point plutôt historique, donc sur les différentes Euros qu'il y a eu depuis 1960. Et donc justement, moi, je vais vous parler de l'Euro 88, donc qui est le premier Euro en fait qui s'est déroulé justement en Allemagne. Donc à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest. C'était un an avant la chute du mur de Berlin. Et donc, comme tu le disais, forcément, Berlin, à l'époque, n'avait pas été une ville sélectionnée justement pour accueillir en tant que ville pour accueillir des matchs. Donc, à l'époque, c'était l'Allemagne de l'Ouest qui avait participé. L'Allemagne de l'Est n'avait pas réussi à se qualifier pour la compétition. Et ici, c'est quand même, je l'avais noté. C'est le dernier Euro justement en date que la France n'est pas participée. Depuis, la France a toujours participé à cet Euro et justement avait perdu dans des phases qualificatives. Bon, il faut savoir que c'était que 8 clubs qui étaient sélectionnés et qui pouvaient faire cet Euro, donc 2 poules de 4. Et donc la France avait perdu justement face à la République, pas la République, l'Union soviétique, plutôt justement pour se qualifier. L'Union soviétique a fini en finale face aux grands vainqueurs, justement les Hollandais volants des Pays-Bas, de Ruud Gullit par exemple, ou même de Ronald Koeman, de Marco van Basten qui avait fini meilleur buteur de la compétition. Et ce qui avait noté justement dans cette édition-là, donc l'Union soviétique, c'est un peu leur dernière compétition de cette période-là où on va être sous ce nom-là, forcément avec l'histoire après qui s'est passé derrière. Et c'est surtout le match de la demi-finale donc contre l'Allemagne de l'Ouest que les Pays-Bas voulaient vraiment gagner. Donc ils ont gagné 2-1. Car il y avait un côté de revanche par rapport à la finale de Coupe du Monde perdue en 1974 de la génération Cruyff. Et c'est le gardien justement, de cette sélection qui avait dit c'est bien, on a vengé la génération justement de Cruyff qui avait perdu eux en finale en 74. Donc c'est vraiment ce match-là qui avait plus avec les antécédents de la guerre justement avant, où c'était quand même pas longtemps après sous l'Allemagne occupée, où il y avait plus de 250 000 morts hollandais justement. Pendant la guerre, et donc il y avait une forte revanche à prendre sur ce match-là. Et donc sur cette édition vraiment qui a marqué, c'est ce match qui a marqué cette édition 88 de l'Euro en Allemagne directement, quoi. Donc voilà. C'est vraiment le couronnement d'une génération. C'est ça, comme aussi. Tu l'as dit, c'est l'avènement puisque les Pays-Bas ont chuté face à l'Allemagne en finale du Coupe du Monde. C'est leur premier titre majeur des Pays-Bas. Et c'est bien que finalement cette génération puisse avoir leur titre, parce que en fait, c'est l'avènement d'un nouveau jeu. Les Pays-Bas, en fait, c'était un pressing très offensif qui étouffait directement les défenseurs. Et finalement, ça vient un peu concrétiser cette génération, comme je le répète. Avec des joueurs aussi de légende, Ruud Gullit, Van Bommel, Rijkaard, que des joueurs qu'on connaît maintenant quand même, qu'on voit très régulièrement aussi, même dans les instances, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur un ton un peu plus joueur. Donc on va passer au quiz. Donc là, ça va être assez simple, ça va être une énumération. Et on va partir sur du basique. Énumérez-moi justement les pays qui ont remporté le championnat d'Europe de football, donc l'Euro, depuis sa création en 1960. Alors, on commence dans quel côté? On commence par toi, Melvin? Ok, on peut. Allez, vas-y. L'Italie.
L'Italie, bon, bah, forcément, c'est les derniers en date qui sont vainqueurs. Tu sais, ils l'ont gagné 2 fois. Est-ce que tu sais quand est-ce que c'était la première fois? La première fois, tu dis? La première fois, ouais. La première fois, non, je l'ai pas. C'était en première- 68. La deuxième fois, on s'en souvient tous par contre. 2020, 2021 plutôt même. Mais c'est cette édition-là. Tom, à toi. Équipe de France, Voilà, hein. Ouais, tu vas me laisser ici Facile. quand même. Les années. 84 et 2000. Voilà. Magnifique. Moi, je dirais l'Union soviétique, Ouais. qui a ramassé des euros. Alors, je ne peux pas citer les années, mais je T'es- dirais dans les débuts. T'as été 1960, je dirais. chercher là, hein, c'est celui le premier, ouais. C'est ça. Ah, voilà. C'est les premiers vainqueurs justement de la nouvelle édition de l'Euro. Mm. Melvin, à toi. L'Angleterre qui a le plus de titres avec une autre nation. L'Angleterre, Hmm. qui a le plus de titres. Ouais. Portugal, Grèce, Allemagne, Danemark, Tchécoslovaquie. Est-ce que je n'ai oublié? Non, je n'ai pas l'Angleterre. L'Angleterre n'a jamais remporté l'Euro. En L'Angleterre n'a 66. jamais remporté l'Euro. C'est quoi qu'ils ont gagné en 66? Bah, c'est la Coupe du Monde. Eh bah oui, donc Ah c'est bah oui, ça. donc tu. La Ah, il a gagné l'Euro. Et la C'est boulette. pour ça que je suis mode. Aïe, aïe, aïe. Ça me paraît étonnant, mais c'est pour ça que Alors c'est que j'en ça avais un parlait. autre. Ouais, ouais. Ah, tu m'as Ils pas ont fait entendu. le Désolé. final, mais l'année dernière, il y a oui. en 2021, mais Faut pas non, s'écouter le tome. c'est pour ça. Bon, bah Melvin éliminé. Tom, à toi. L'Espagne L'Espagne, bien sûr, en 2012 et 2008. et 2008. Et j'ai même 1964, Parfait. Moi, je vais dire les surprenants grecs de 2004 qui bien avaient sûr. été champions d'Europe à la grande surprise Au Portugal, au justement. Portugal face à CR7, le jeune C'est ça. CR7 à l'époque. La première déception, on va dire, de CR7. Quoi. C'est ça. Tom. Moi, ça me fait mal, mais le Portugal. Bon, bah là, on sait tous pourquoi. Hein. Mm. On sait tous quand, plutôt. Après, 2016. Il en manque combien là? Il en manque 1, 2, 3, 4, 5. Bah, on, 5 pays. on a bah, l'Allemagne. Qu'on a cité. L'Allemagne. Alors, il y a... Enfin, la RFA du coup. Tu es plus sur la RFA ou Ah, bon, la RFA. la RFA, on va dire. Allez. Ouais. Donc là, c'est 72 et 80. Ok. Bon, du coup, Tu m'accordes l'Allemagne? Voilà. Hein. Ah, le D'accord, de gars. l'Allemagne. Hein. T'as l'année ou pas? Non. C'est 96. 96. Et il reste 3 pays. 3 pays. C'est Il y en a un, c'est quoi franchement- les dates qui restent? Il y en a un, franchement, on peut l'avoir parce que c'était historique. Comme. C'était pas historique, mais c'était très surprenant. C'est quoi les dates qui On restent? en a parlé dans le groupe de l'Angleterre. Ah, Très surprenant. Ils étaient, à la base, ils devaient pas être là. C'est à Camille? ouais, c'est à c'est à moi. Camille. Ouais. Du moins, je t'ai demandé, c'est quoi les dates qui restent? Oh, c'est trop facile là après. Ouais, je Ouais. pense. De toute façon, il n'y a plus rien à partir de 2000, il n'y a plus rien. Ok, Forcément. ouais, c'est. On a fait 96 avec l'Allemagne. Attention. C'est chaud. Et je t'ai fait un gros indice là. Il y a un pays qui est dans le groupe de Ouais, l'Angleterre. mais. Mais il m'a pas écouté, c'est pour ça. Ouais, je je sais pas. Bon, bah éliminé. Et Je sais Tom, pas. pour confirmer. Le Danemark? Voilà. Ah oui. Il y avait Danemark de 92. Et donc il manquait, je sais pas si t'as les autres. la Tchéquie aussi. On l'a pas dit, la Tchéquie. Bah du coup c'est la Tchécoslovaquie, ouais. La Tchécoslovaquie. Et les Tchécoslovaques en 76. Il en manque un dernier là? Bah le dernier. Sans le dire? Un dernier? Ah les gars, c'est bête parce que vraiment, j'en ai parlé en plus. On en a parlé pendant 5 minutes. Ah ouais, je sais Ouais. pas. Dans cette émission là? Les Pays-Bas, on l'a pas dit. Pays-Bas de 88. Ah oui, les Pays-Bas, oui, forcément. Voilà. Ah, je suis deg. Bon, Et bien en tout cas on a fait tous les vainqueurs justement de l'Euro en espérant rajouter une petite ligne sur l'équipe de France quand même. Il y a quand même Un beau titre. le 3e, Mm. 40 ans après l'Euro 84. c'est vrai. Justement, j'avais vu une interview de Michel Platini justement sur Ouest France qui en parlait. Ça m'a fait penser à ça. Mais voilà, bah, en tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve justement demain pour la prochaine émission avec différents joueurs, différentes équipes, différentes villes et même Et oui. Un nouveau stade à découvrir. un nouveau stade à découvrir avec aussi du coup une nouvelle histoire autour de l'Euro. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis bah, on se dit à demain. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.